Je vais appeler Marie-Pierre. On va vous présenter très rapidement, on doit faire un speed talk, on va vous présenter très rapidement des fiches qui étaient sur la vaccination et grossesse et mythes historiques qu'on a réalisées. Donc on va essayer d'aller vite pour essayer de récupérer le temps, parce qu'après il y aura le symposium Janssen avec Guillaume, où on vous présentera les actualités sur les Mickey. C'est à toi. D'accord. Bonjour. Alors un speed talk, moi je pensais que c'était... Ça. Je pensais que j'avais quand même 7-8 minutes, mais en fait, il fallait que je présente la fiche. Ouais. Alors. Donc, vaccination, comment l'améliorer? Alors, d'abord, quelques données de couverture vaccinale. Vous allez voir sur cette diapositive, qui est un petit peu ancienne, mais que il y a 10 ans, quand on demandait aux patients s'ils étaient vaccinés contre le pneumocoque, à l'époque il n'y avait pas le Covid, il y avait simplement 3% de la population Mickey qui était vaccinée. Et si on demandait aux patients s'ils savaient pourquoi ils étaient vaccinés, ils ne savaient pas, en fait, leur médecin leur en avait pas parlé. Donc il y a des recommandations internationales qui ont été faites, et vous voyez qu'on s'est un petit peu amélioré, mais qu'il reste quand même 30% de patients vaccinés contre la grippe et seulement 40% contre le pneumocoque. Donc, quand on parle vaccin, je crois qu'il faut vraiment avoir cette notion, c'est que sitôt que vous voyez votre malade Mickey, il faut essayer de récupérer ses antériorités de vaccination et puis surtout essayer de vacciner avant la mise sous immunosuppresseur ou immunomodulateur. Je vous rappelle que les vaccins vivants sont contre-indiqués sous immunosuppresseur, donc juste un petit mot là-dessus. Quand on a une Mickey et qu'on va être traité par biothérapie, corticoïdes ou petites molécules, il faut essayer de vacciner avant. Et on a un délai de 4 à 6 semaines pour pouvoir mettre le patient sous immunosuppresseur une fois qu'on l'a vacciné. Les vaccins vivants, c'est le ROR, la varicelle, le Zona, malheureusement pour le TOFA, souvent on en a besoin, la fièvre jaune, rotavirus, polio oral et grippe nasale, on ne le fait pas. Pour les autres vaccins, les vaccins inactivés, on aura intérêt à le faire avant la mise en route des immunosuppresseurs, mais sinon on pourra avoir un schéma renforcé, je vais vous le montrer après. Alors, on parle beaucoup de ça. Est-ce que nos patients qui sont traités par immunomodulateur ou immunosuppresseur ont une réponse vaccinale moindre? Donc là, on voit très bien sur cette étude, donc c'est les courbes du haut, les patients vaccinés. Donc vert, il n'y a pas de traitement immunosuppresseur, rouge c'est sous immunosuppresseur et bleu sous anti-TNF. Et vous voyez qu'il y a une légère baisse, mais que ça reste quand même très efficace. Et il y a un bon degré de protection. Donc si les patients vous posent la question, vous leur dites non, ça va marcher. Donc, je le répète, l'immunogénicité vaccinale est légèrement réduite chez les patients sous traitement à effet immunosuppresseur. Donc, dès les premières consultations, il faut questionner le patient sur son statut vaccinal. Et si possible, vacciner avant la mise en route du traitement. Si le patient est déjà sous traitement, dans certains cas, on peut proposer des schémas de vaccination intensifiés ou avoir des vaccins plus immunogènes, comme maintenant avec, par exemple, pour le pneumocoque. Si besoin, on vérifiera les anticorps sériques à 6 semaines. Alors, le calendrier vaccinal, justement, donc la grippe et le DT-coq polio, ça va être qu'on soit sous immunosuppresseur ou pas, on aura le même schéma de vaccination avec une injection et un rappel tous les ans pour la grippe et tous les 10 ans pour le DT-coq polio. Par contre, pour le pneumocoque, il y a un nouveau schéma maintenant puisqu'il y a 2 vaccins. Il y a le Prevnar avec 13 valents et le Pneumovax avec 23 valents. On commence par le Prevnar et 2 mois après, on fait le Pneumovax avec 23 valents. Si on a déjà été vacciné par celui qui a 23 valents, à ce moment-là, on attend 1 an et on fait un schéma complet. Après, normalement, on revaccine tous les 5 ans. Pour l'hépatite B et l'HPV, donc vous savez que maintenant l'HPV c'est aussi pour les hommes. Donc pour l'hépatite B et l'HPV, on a des optimisations chez nos patients qui sont sous immunosuppresseurs. C'est-à-dire qu'avant, pour l'hépatite B, on faisait M0, M1, M6. Là, on va faire une injection supplémentaire à M2. Idem pour l'HPV, on faisait M0, M6 et maintenant on va faire une injection supplémentaire si nos patients sont déjà sous traitement immunosuppresseur à M2. Donc ça, c'était la diapo. Je vous rappelle donc un patient à qui on va introduire un traitement immunosuppresseur, on le vaccine, on attend 3 semaines avant de faire le traitement immunosuppresseur. Si notre patient est déjà sous immunosuppresseur, on va attendre 3 mois après l'arrêt pour pouvoir le vacciner. Ça, c'est vraiment important. La Covid, vous attendez tous ça, hein, donc je pense que c'est 2 sujets. Je vous rappelle qu'il y a 2
classes médicamenteuses qui ont montré qu'il y avait un effet vraiment important par rapport au risque d'avoir des Covid sévères. Dans cette étude, on voit que c'est les corticoïdes. Alors les 5-ASA, ça a été refait, ça n'a pas été retrouvé. Donc tous les corticoïdes peuvent majorer la symptomatologie Covid. Et puis surtout, pour nos patients qui sont sous Immurel, même s'il y en a moins, il y a quand même encore les combothérapies. Vous voyez que anti-TNF seul, on n'a pas de forme plus sévère. Quand on est en combo, quand on est sous taupurine seul, on a majoration du risque sévère de Covid. Donc pour pallier à ça, il y a une étude qui a été faite sur des Américains, des vétérans US, qui ont comparé une population de Mickey à une population générale et des vaccinés et non vaccinés. Alors il faut essayer d'interpréter la dernière efficacité vaccinale à l'envers. En fait, quand on est vacciné complet, on n'a que 20% de faire un risque de Covid. Quand on est vacciné une seule fois, on a quand même 75%, je le dis à l'envers, hein, c'est un peu compliqué. Enfin bref, plus on est vacciné, plus on est protégé. Il n'y a pas de différence, mais ça on le savait tous, il n'y a pas de différence qu'on soit Mickey, traité ou pas Mickey, donc pas traité. Dans les Mickey traités, dans ces vétérans, il y avait aussi les 5-ASA. Hein. Il y a 5-ASA, corticoïdes et toutes les biothérapies, plus les petites molécules. Donc les recommandations qui sont anciennes mais qui sont toujours d'actualité, c'est que le traitement immunosuppresseur ne contre-indique pas bien évidemment les vaccins ARN puisqu'il ne s'agit pas de vaccins vivants. On peut craindre cependant une moindre immunogénicité, efficacité chez les patients avec ce type de traitement. Une question qu'on nous pose souvent, c'est le délai entre les vaccins Covid et les autres vaccins. En principe, comme c'est des vaccins non vivants, on devrait pouvoir le faire en même temps. Mais en l'absence de données spécifiques, et surtout pour faciliter la surveillance pharmacologique, on préconise de ne pas administrer d'autres vaccins entre deux doses. Donc si vous devez faire le rappel du pneumocoque, vous attendez que la vaccination Covid soit faite pour pouvoir faire le pneumocoque. D'accord ? Et on respecte au moins un délai de 2 semaines après la seconde ou la 3e dose. Voilà, je vous remercie. C'était un speak-talk quand même. Hein. Oui, c'était rapide, c'est bien. C'est rapide. Je vais enchaîner un petit peu. 5 minutes. On posera les questions après. Alors, moi, je voulais vous présenter. Alors, tout ce que vous a dit Marie-Pierre, évidemment, vous le retrouverez. Il y a une fiche qu'elle a fait, qui est récente, hein, qui date de l'année dernière, sur vaccination et Mickey. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et moi, je vous fais un petit résumé, pareil, en 4 diapositives sur Mickey et grossesse. Il y a une fiche également que vous pourrez retrouver. Et donc, c'est sur les idées reçues et les réponses à apporter aux patients, parce que souvent, c'est un moment de discussion sur les femmes qui veulent être enceintes ou qui veulent avoir une grossesse. Donc, je pense qu'on peut leur apporter des réponses assez claires maintenant dans la littérature. Donc, souvent, on entend dire voilà, une patiente qui a une Mickey ne doit pas avoir de grossesse. Ben ça c'est faux parce que on sait que voilà, il n'y a pas d'interdiction. Ce qu'on sait, c'est que quand la maladie est active, bien sûr le pronostic est mauvais, il y a des risques de prématurité, d'hypotrophie, de fausse couche. Et donc ce qui est important et ce qu'il faut dire à la patiente, c'est qu'il faut, avant d'avoir un désir de grossesse, bien sûr contrôler la conception, contrôler la maladie avant la conception, c'est important. Et donc s'il y a un désir de grossesse, il faut s'assurer que le malade est en rémission, adapter les traitements et puis après une fois qu'elle est en rémission, voilà, on peut avoir un projet de grossesse sans danger. Tous les traitements devront être arrêtés avant et pendant les grossesses, surtout les biothérapies. C'est ce que les patients vous disent parfois. Ils disent voilà, je veux pas le faire parce que sous biothérapie, il va falloir arrêter mon médicament ou voilà. Bon ça, pareil, c'est faux. La majorité des médicaments peuvent être poursuivis pendant la grossesse. Le seul qui doit être interrompu, c'est le méthotrexate. Voilà, ça c'est le seul traitement qui doit être interrompu. C'est parce qu'il y a des risques tératogènes. Et si la patiente est bien contrôlée sous biothérapie, il n'y a pas d'interruption à faire avant ou pendant la grossesse. Voilà, il faut continuer le traitement parce que ça augmente le risque, bien sûr, de faire une poussée de la maladie et d'avoir des aggravations, surtout en postpartum. Et donc, c'est important de poursuivre les traitements. On verra dans quelles conditions. Alors, une patiente enceinte doit arrêter sa biothérapie au 3e trimestre, c'est ce qu'on entend aussi. Alors ça, c'était un message qui était vrai jusqu'à présent, parce que c'est ce qu'on disait, que au 3e trimestre, il fallait essayer d'interrompre la biothérapie. Si on pouvait pas, on continuait, mais c'était embêtant. Bon, finalement, ça a changé. Maintenant, on sait que, en fait, on peut continuer le traitement par anti-TNF, même pendant le 3e trimestre. Voilà, il n'y a pas de souci, ça doit être continué. Voilà, on doit privilégier, bien sûr, l'injection d'anti-TNF le plus tôt possible au cours du 3e trimestre, pas avant l'accouchement. Il faut rassurer la patiente, on peut poursuivre ce traitement, si son état le nécessite. Voilà, bien sûr, si on peut l'arrêter, on l'arrête, mais si on doit le poursuivre, il faut le poursuivre. Et si on l'a arrêté, il faudra faire une reprise précoce du traitement en postpartum parce qu'il y a souvent des rechutes importants après la naissance. Et donc, il ne faut pas tarder à reprendre le traitement rapidement.
Alors, une patiente sous biothérapie ne peut pas allaiter son enfant parce que souvent on vous pose la question. Ben ça aussi, finalement, c'est faux. L'allaitement, il est sans danger car les produits biologiques sont de grosses molécules, peu excrétées dans le lait maternel et peu absorbées dans le tract digestif du nouveau-né. Donc, vous pouvez rassurer la patiente et poursuivre le traitement, lui dire que sous biothérapie, elle pourra allaiter, il y a pas de danger. Alors, quid de la vaccination du nouveau-né exposé biothérapie après 20 semaines? C'était un peu c'est pour ça qu'on voulait arrêter parce qu'on avait peur par rapport à ce problème de vaccination chez les enfants. Ben, ce qu'on sait finalement, c'est que tous les vaccins non vivants, comme vous l'a dit tout à l'heure Marie-Pierre, peuvent être injectés chez les enfants, même s'ils ont eu même s'il y a eu de la biothérapie in utero jusqu'au 3e trimestre. Le seul vaccin qui doit pas être administré pendant les 6 premiers mois, c'est les vaccins vivants. Et donc chez les enfants, c'est le rotavirus et le BCG qui doit être décalé à 6 mois. Voilà. Après, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez aussi les rassurer. Maintenant, c'est assez clairement écrit dans la littérature. Alors, en ce qui concerne l'ustekinumab et le Vedo et le Tofa, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben là, c'est un peu plus limité en termes de réponse, mais ce qu'on sait quand même que les données qui concernent le Vedo et l'ustekinumab, elles sont limitées, mais pour l'instant, il y a des choses plutôt rassurantes. On voit pas de choses inquiétantes pendant la grossesse, donc pour l'instant, il n'y a pas d'indication à interrompre ces traitements. On essaie de les continuer et il faudra bien sûr les surveiller régulièrement, les patients, avec les gynécos. Pour le tofacitinib pendant la grossesse, ça doit être évité pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de données probantes pour poursuivre ce traitement. En tout cas, sous Tofa, on conseille que les patients soient sous contraception, comme pour le méthotrexate. Voilà, ça c'est primordial. Un petit mot sur le méthotrexate pour vous dire que si les femmes veulent si elles sont enceintes, vous pouvez interrompre le traitement et surveiller les patients. Il n'y a pas d'indication à faire une interruption thérapeutique de grossesse et le traitement peut être interrompu 24 heures et après on peut commencer à faire des enfants. C'est pas la peine de l'interrompre pendant 3 mois. La durée de la demi-vie est très courte. Donc vous retrouverez tout ça dans Grossesse et Mickey, que vous avez sur le site du Craig, dans Mickey Stories, ce qui me permet de m'introduire moi-même sur la suite, pour aller plus vite, sur Mickey Story. Je voulais vous présenter ce petit ouvrage qui est à disposition. Tiens Guillaume, tu peux le montrer. Donc ce petit ouvrage Mickey Story, c'est un travail collectif de la commission Mickey. C'est en fait issu de My Mickey Book, qui était un ouvrage un peu plus important, et là on a voulu faire quelque chose de simplifié. Enfin, c'est surtout moi qui ai travaillé à partir de tout ce qui avait été fait par mes collègues pour faire un livret simplifié qui est destiné aux patients, qui a pour but d'être un outil d'information, de discussion avec le patient, pour qu'il comprenne sa maladie simplement, et puis pour qu'il discute, c'est pour l'éduquer aussi, pour qu'il comprenne nos stratégies, qu'il comprenne notre langage, pour qu'on puisse discuter ensemble, qui est orienté sur la maladie mais aussi sur ses préoccupations. Donc vous voyez, c'est assez simple, voilà, c'est facile à lire, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pas le but de l'inonder, mais c'est d'avoir des idées assez simples. Il y a des dessins, pour leur expliquer leur maladie, c'est visuel, simple. Et puis il y a une thématique qui est consacrée aussi à leur vie, donc leur vie sociale, sur la nutrition, sur les voyages, sur la grossesse, sur pas mal de choses qu'on peut imaginer, le sport, et donc le cancer, ça répond à plein de questions. Donc c'est autour de leur environnement, et je pense qu'il apprécie. Donc là, ça vous pouvez l'avoir à disposition grâce au laboratoire Mayulis Pinder qui a permis l'édition de cet ouvrage, et puis vous pouvez le retrouver, donc il y a un QR code, vous pouvez le retrouver sous forme PDF, donc n'hésitez pas à le demander aux visiteurs médicaux. Et puis il y a un QR code, vous aurez bientôt des flyers où les patients peuvent sur leur téléphone télécharger aussi ce petit Mickey Story. Voilà, si vous avez des questions, avec Marie-Pierre on vous écoute. Des questions sur la vaccination, sur la grossesse. Et puis après, on va enchaîner avec Guillaume. Des enfants dont la mère a reçu ses anti-TNF jusqu'à la fin de la grossesse, qui vont en crèche à 2 mois et demi, est-ce qu'ils sont plus sujets que les autres à faire des infections A priori, non. Non, donc tu conseilles pas à tes patientes de les garder un peu plus longtemps. Après, ça dépend. Oui, non, je t'avouerai que j'ai pas vu dans la littérature d'éléments, mais peut-être que j'ai pas tout vu, mais a priori, je crois pas que c'était un élément, en tout cas, qui était mis là dans les recos. Il y avait pas d'éléments dans ce sens-là, ouais. Juste le Vedo et l'Usté que tu autorises pendant la grossesse, tu l'arrêtes au 3e trimestre ou pas? Je pense que c'est à discuter, quoi. Je crois que ce qui est important, c'est que là, il y a aucune recommandation précise. On a dit on peut le continuer. Je pense que l'Ustec au 3e trimestre, il faut calculer surtout les injections comme pour les anti-TNF. Donc il faut calculer quand ça tombe pour éviter de faire une injection juste avant l'accouchement.
Voilà, si ça tombe juste avant l'accouchement, il vaut mieux pas la faire et attendre d'accoucher. Donc ça, il faut le calculer. Après, on n'a pas plus de recos que ça, mais je pense qu'après, si vous pouvez l'arrêter comme on faisait à l'époque, les anti-TNF, on l'arrête. Mais si on peut pas l'arrêter parce qu'ils vont pas bien, je crois que c'est important de poursuivre la grossesse sous traitement, parce que moi, j'ai eu des exemples où j'ai arrêté, et ça s'est pas bien passé. On a arrêté, ça s'est très mal passé. Donc ça a été un accouchement catastrophe avec des complications. Donc du coup, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de bien contrôler la maladie. C'est l'élément primordial. Eh ben écoute, Guillaume, on va enchaîner parce qu'on était un petit peu en retard, même beaucoup, et on va passer sur le symposium, si vous me mettez tes diapositives.